Bonjour à tous, bienvenue. Salut Didier. Salut Alain, bonjour à tous, à toutes. C'est Nous comme sommes une, de retour ouais, comme une grande aventure qu'on fait tous ensemble, toutes les en, semaines, en famille. en famille, et ça fait tout à fait ça. C'est très chouette, et avec les retours qu'on a sur les commentaires ou par email, il y a quelque chose qui se passe, c'est une très chouette aventure. C'est très beau de vous avoir tous à côté de nous en permanence avec les questions. Là, sur le dernier épisode, il y a encore plein de commentaires. On essaiera de les prendre dans un prochain épisode. D'accord? Il y a des questions, des commentaires, ça arrive tous les jours. Donc, on refera un petit pot pourri de questions et de commentaires d'ici un ou deux épisodes, c'est promis. Je voulais te parler de mon ressenti actuel avec suite aux différentes explorations que l'on partage dans ces épisodes, où j'ai vraiment le sentiment d'une présence qui s'installe petit à petit comme ça, et en même temps avec une détection, une identification de tous les points de résistance et une sorte de rébellion d'ego qui est de plus en plus, je dirais, palpable. Hmm. Et c'est certainement un cheminement classique, mais ça s'est amplifié. Et je voulais avoir ton regard un peu sur cette façon de traiter un peu cet aspect des points de résistance, à accepter, à combattre, à simplement regarder. Voilà, voilà où j'en suis. C'est effectivement un phénomène qui est universel, qui arrive quasiment à tout le monde. Enfin, c'est cette espèce semble-t-il, d'une bataille, hein, tu as utilisé le mot, en fait, qui s'opère, de choses qui arrivent, qui sont tellement qui semblent tellement maintenant dépassées, et qui pourtant montrent le museau des peurs, des résistances, des idées complètement crétines, des commentaires aussi, une espèce de négociation, hein. C'est la négociation par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été compris, et puis pour sauver un petit peu l'histoire du Gugus en tant que personnage indépendant qui existe en chair et en os. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est, comme je disais, universel. Bien sûr, la clé de ça, en fait, de sortir de cette situation-là, n'est pas la bataille. On en a un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais parce qu'une bataille, une forme de suppression, une forme d'action pour manipuler, va recréer la personne qui veut mettre de l'ordre dans tout ça, hein, donc qui veut avoir le contrôle, qui veut faire en sorte d'avoir un comportement approprié, un comportement spirituel, et éveillé si possible, parce que bon, il y a toutes les idées par rapport au comportement des éveillés. Donc ça, c'est vraiment c'est un piège, en fait. Donc la réalité de ce qui va se passer est très variable suivant les différentes histoires, les différents angles de vue, les différentes personnes donc. Mais au final, bien sûr, la clé, c'est dans un regard bienveillant, hein. La bienveillance est vraiment de mise, parce que tout jugement va être récupéré. Bienveillant dans le sens où c'est même pas un jugement, ce bienveillant, c'est le fait que heu, tout ce qui apparaît existe déjà. C'est déjà là. Donc une forme de peur, une forme qui est irrationnelle, de dire: «Oh, j'aurais pas dû», ou «Il aurait pas fallu», ou c'est pas du tout un comportement qui va avec ce que j'ai compris, enfin toutes ces choses qui peuvent apparaître, de les remettre en question, alors qu'elles sont apparues, c'est une forme d'hallucination, une forme de rêve. Et la meilleure façon, c'est juste de les regarder, de les prendre en compte, de les accueillir, de leur dire: «Waouh, vous êtes toujours là, mes amis, vous avez fait partie de ma vie pendant des années, ben, welcome». Par contre, bon, il y a une autre façon peut-être d'organiser cette lecture de la vie, cette possibilité d'une vie sans peur, une vie sans souffrance. Et je vous invite à cette aventure. Et voilà. Et là-dedans, il y a ça peut prendre du temps, mais il y a une forme d'apaisement, et d'une forme de retour à quelque chose qui est beaucoup plus calme, paisible. Ça, c'est sûr. Et justement, quand on
on constate ces points de combat, ces points de résistance, on s'aperçoit qu'il y a deux attitudes possibles. Il y a vouloir s'en débarrasser immédiatement, et il y a simplement les constater, en prendre compte, tu disais. Oui, Et on se rend compte qu'à les regarder, une dissolution se fait en effet secondaire. bien sûr. C'est-à-dire que sans essayer de les combattre, simplement en les constatant, en les laissant apparaître, en les regardant, voilà, bref, Voilà. il y a une dissolution qui se produit. Bien sûr, parce que leur raison d'être, on peut C'est le le combat. c'est même un mot en anglais et en français, raison d'être, est de créer, une indépendance, oui, un combat ou une spécificité. Donc de dire, «Je suis celui qui a peur, je suis celui qui juge, je suis celui qui» donc c'est toujours une recréation d'une personne, d'une entité indépendante et tant que ça marche, tant que ça marche, et surtout s'il y a un combat qui s'ensuit, ça veut dire que, ben, en fait, la croyance en cette indépendance continue à exister. Et c'est tout ce que Maya essaye de faire. Donc, cette Maya, cette enchanteresse qui essaye de perpétuer son travail du rêve. Alors, un mot aussi sur le jugement, parce que quand on est dans cet état-là et qu'on constate qu'on voit il y a un jugement qui vient, est-ce qu'il ne faut pas non plus accepter ce jugement aussi? C'est-à-dire Oui, que ne pas se juger de juger, exactement. en fait. C'est tout à fait ça. C'est la plus grosse bête qui mange la plus petite, en fait. C'est de dire, ben, en fait, s'il y a un jugement, s'il y a quelque chose qui a été, qui est apparu, au lieu de dire, effectivement, la première étape, c'est de dire, «J'aurais pas dû», mais même ça, en fait, c'est une option qui peut complètement se dissoudre et accepter, de ne pas accepter, accepter de tous ces mouvements qui sont là, accepter cette vie qui se déroule d'une manière particulière et cette acceptation-là, elle accepte la façon dont la vie se déroule en acceptance, avec, les moments chouettes, avec la paix, avec la joie et elle accepte aussi, les moments de rébellion et cetera. Donc c'est une acceptance qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus, impersonnelle qu'un élément particulier, au sein d'une vie d'homme. En fait, je trouve ça magnifique. Je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve que au fur et à mesure qu'on avance avec nos épisodes et notre exploration, on se rend compte du grand tout. Oui, C'est-à-dire que, en fait, il n'y a même plus une séparation entre cette présence spirituelle et la vie du personnage et ses défauts et ses fêlures. En fait, tout fait partie du grand jeu et du grand de l'être, etc. Quelque part, j'ai l'impression de boucler quelque chose. Je ne sais pas comment bien sûr. t'expliquer. C'est-à-dire Oui, que oui, oui, j'ai oui, oui. l'impression que au départ, on a cette tentation de dire voilà, il existe derrière nous une nature profonde, voilà, qui est parfaite, voilà, qui est l'univers, qui est divine, etc. Et puis il y a ce personnage qui s'agite, etc. Et puis on se rend compte que toute cette agitation et tout ce personnage et toutes ces fêlures est aussi fait de la même matière. Exactement, bien sûr, bien sûr. C'est le retour, c'est une forme de retour à la case départ, donc j'en parle souvent avec, une illustration de cercle en fait, hein. On démarre avec, cette impression de séparation qu'on essaye de résoudre et donc il y a les 2 aspects, il y a l'aspect impersonnel et personnel, l'aspect manifesté, non manifesté et cetera et petit à petit, à un moment donné, ça devient très clair qu'il y a jamais eu même de séparation sauf conceptuelle. On peut l'utiliser au sein d'une phrase, au sein d'une expression, mais en réalité, cette vie-là est notre tout, donc une Advaita et n'est pas deux, et que cette imperfection, soi-disant imperfection d'une vie humaine, est l'expression de la perfection de cette vie, en fait, tu vois. Et du coup, Mhm. il y a effectivement le jugement, tout ça, ça part complètement parce qu'il y a, quel est
quelle serait la référence de ce qu'il faudrait faire, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien? Il y a tout ça qui part, quoi, en fait, qui se dissout. C'est pas que ça, à un moment donné, c'est répondu, mais simplement, ça n'a plus aucune raison d'être. Et la manifestation qui apparaît avec ses spécificités propres de tel ou tel caractère, de telle ou telle personne, qui est aussi la manifestation de la matière de la présence. Et donc ce personnage, avec ses spécificités, apporte les couleurs et des formes différentes à la création et à l'univers. C'est magnifique, non? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un film, quand je ne parle pas de façon dérogatoire de la notion de film, mais c'est un script incroyable, avec toutes ces possibilités, avec toutes ces couleurs, avec toutes ces... Et de dire qu'une version serait mieux ou moins bien, relativement, on peut, sur des points de jugement de société, d'éthique, etc. Oui, et ça fait partie des éléments de l'histoire, mais d'une façon absolue, non, ça fait plus aucun sens, hein. Tout ça, ça part. Alors, deux points sur ce sujet. Dans cette idée d'acceptation de tout, est-ce qu'il y a quand même un effort ou il n'y a pas d'effort? Alors, en fait, c'est assez simple à répondre. Il y a Wenley Coman, que certains connaissent peut-être, qui était aussi un disciple de Ramesh Balsekar, qui est toujours d'ailleurs, enfin qui est toujours vivant, et qui a écrit un livre dont le titre c'est Acceptance Acceptance of What Is, c'est-à-dire que le titre du livre décrit ce qu'on est. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est pas quelque chose qui demande de changer quoi que ce soit. C'est de retourner à cette nature profonde et de voir que l'acceptance, je sais pas si c'est un mot français, mais acceptation de ce qui est, quoi qu'il se passe, est notre vraie nature. C'est notre camp de base, c'est pas une fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une capacité. Et un autre enseignant qui s'appelle Douglas Harding, que beaucoup de vous connaissent, parlait de cette capacité qui permettait à cette manifestation de se déployer et d'être libre de faire la totalité du faisable, donc la totalité du manifesté. Et la capacité ne juge pas, ne fait rien en fait. Elle est juste là, non pas en témoin, mais elle est juste la matière de cette histoire. Elle est juste tellement intime à l'histoire que, en fait, une fois de plus, je peux retourner à l'histoire du pot et de l'argile. C'est l'argile qui manifeste les pots avec des fêlures, avec des taches, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Et ça ne fait aucune différence. L'argile est toujours argile. J'aime beaucoup cette métaphore, je trouve qu'elle est très claire. On a souvent discuté ensemble sur cette idée aussi, sur cette notion qu'il faut se débarrasser de toutes ces valises psychologiques avant de pouvoir accéder à une forme de vision et de compréhension. Et en fait, on se rend compte qu'avec cette approche-là, c'est un formidable raccourci. C'est ce que je te disais l'autre jour. Un formidable raccourci qui fait que on peut comprendre la non-dualité et la non-séparation. Eh ben, elle inclut aussi ses valises, ses poids, ses fêlures, ses traumatismes, etc. Exactement. Ce n'est pas une étape obligée. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle, bon, d'autres personnes l'ont qualifié de la voie directe, en fait. Hein. La voie directe. Donc ça, c'est vraiment de ça dont on parle. Il faut juste mettre un tout petit caveat là en disant que il faut que ce soit vraiment 100% honnête, parce qu'il y a aussi une possibilité de se la raconter au sein d'une vie qui est complètement traumatisée, qui est complètement déséquilibrée, et de rajouter une histoire d'éveil, rajouter une histoire pour se donner un sens à la vie, et de dériver là-dedans. Ça peut arriver, donc c'est pas impossible. Donc c'est vraiment dans une honnêteté de dire bon, c'est pas cette recherche-là, et on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, elle est pour la recherche elle-même, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour me réparer, elle n'est pas pour me changer même,
parce que ça, en fait, ce n'est toujours pas l'éveil de Didier, ni l'éveil d'Alain. Donc, ne comptons pas là-dessus pour réparer quelque chose qui serait déjà cassé. Si traumatisme il y a, et il peut y avoir des traumatismes profonds. Je conseille quand même de les adresser pour éviter qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des nœuds, qu'il y ait des moments difficiles à un moment donné. Mais c'est presque de l'ordre de prendre de l'aspirine quand il y a un gros mal de tête. C'est presque de l'ordre. C'est juste du bon sens par rapport à ça. Mais de considérer que la vie humaine, la vie d'Alain ou la vie de Didier, raffinée, débarrassée de toutes ces petites bizarreries, ces défauts, etc., serait au final plus apte à cette compréhension-là, c'est une voie de garage complète, quoi, en fait. Et non seulement c'est une voie de garage, mais ça va à l'encontre même de cette compréhension-là, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant ça. Et c'est aussi ne pas tomber dans quand je serai en forme, je pourrais, enfin, je veux dire, voilà, Donc c'est demain, quand je serai bien dans ma peau, eh bien, je pourrais essayer de comprendre autre chose. Voilà. Donc on rase demain gratis. Et Ouais. donc c'est toujours de dire bon, bah, alors, je vais faire ça, ensuite ça, le plan de carrière Voilà. avec l'éveil tout au bout. Bah, c'est juste une manière de Kamaya pour garder le statu quo et de continuer toujours la même chose. Mhm. Je voulais aussi revenir un instant sur le très belle interview, la conversation que tu as eue avec Sophie, que tu as diffusée il y a quelques jours, très touchant. Vraiment, c'était agréable. Et on salue Sophie d'ailleurs, qui nous regarde aussi. Et tu parlais, tu disais, il y a plein de moments qui m'ont intéressé, mais il y avait un moment où tu disais qu'il fallait jouer le jeu à fond. C'est-à-dire qu'il fallait... faisons l'essai. C'est-à-dire, Voilà. ça marche pas, c'est pas la question, mais allons, plongeons à fond. Et tu disais que toi, dans ton expérience, tu dis, je me suis pris pour l'univers, pour Dieu directement. J'ai joué le jeu à fond. Voilà, c'est une fois de plus, hein, c'est tous ces conversations qu'on a, hein, ces échanges qu'on a, Alain, et qui sont chouettes, hein, attention, je critique rien du tout. Ça reste quand même le menu, en fait, hein, ça reste quand même quelque chose qui présente une possibilité, une description de quelque chose qui est déjà là, hein, c'est pas de ce qui va arriver, c'est de quelque chose qui est déjà là, qui est pas forcément reconnu à 100%, qui reste un petit peu, dans certains cas, très mystérieux, dans d'autres cas, un peu plus intuitif et moins mystérieux. Mais clairement, cette lecture du menu, en tant que telle, doit s'arrêter à un moment donné, parce que c'est sans fin, en fait. On peut toujours aller dans les détails de quel mot est plus approprié, quel concept est plus approprié, et en fait, on tourne en rond avec ça, quoi, en fait. Donc, une fois que ça a montré réellement ce qu'il y a à faire, donc c'est pas réellement à faire, mais bon, on va en parler comme ça. Ben voilà, c'est de sauter là-dedans et de dire ok, je joue le jeu, donc parlons du jeu. Dans mon histoire, à un moment donné, ça a été très clair que en réalité, ce Gugus-là qui pensait qu'il parlait, qui pensait qu'il croyait parler, en fait, puisque c'est comme ça qu'il faut le présenter, n'avait été qu'une apparence au sein de cela que je suis, au sein de cette présence, au sein de cette existence, au sein de cette vie, de cette conscience. Donc, on peut utiliser plein de mots par rapport à ça. Et c'était pendant quelque temps, c'était encore très ténu, mais il y avait toujours l'impression de Didier qui regardait la conscience, ou Didier qui regardait la présence, qui regardait la vie. Et à un moment donné, il a paru évident que la seule possibilité de changer de paradigme, de passer à quelque chose d'autre, était d'inverser la proposition et de considérer que c'était cette conscience que je suis, cette présence, cette vie qui regardait Didier, ou qui générait Didier, ou qui créait Didier. Enfin bon, ça c'est d'autres mots. Et ce saut-là est un saut quasiment presque physique, en fait. C'est presque physique, c'est de dire ce Didier qui regarde la conscience n'existe pas. Et j'en parlais d'une façon ludique, parce que si c'est une bataille
pour arriver à ces conclusions-là, on génère encore plus de Didier, on génère encore plus de division, de fragmentation. Donc, c'est une espèce de lâcher-prise joyeux. Tu sais, un petit peu comme dans des fêtes foraines avec des toboggans, etc. C'est du genre, bon, allez, hop, chut, j'y vais, je lâche et puis on verra bien. D'autres sont passés par là. D'autres sont passés par là, mes amis enseignants et d'autres personnes. Et ils me disent qu'à la fin du toboggan, il y a ce qu'il faut pour se récupérer, il y a le bac à sable. Donc, j'y vais. Et je retourne la proposition. Et la proposition retournée, c'est je suis cela, cette existence, cette présence. Et je reste là. Et de façon assez incroyable, en faisant ça pendant dans mon cas, dans quelques secondes ou quelques minutes, c'est pas moi qui l'ai fait, ça s'est développé comme ça. Et il a été vu immédiatement que non seulement c'était très pratique, très concret, mais ça fonctionnait. Didier pouvait de nouveau marcher, parler, éventuellement penser. La vie pouvait continuer. Ça empêchait rien. Et surtout, la conclusion encore plus étonnante, c'est que cette nouvelle position, ce retournement-là, révélait quelque chose qui avait été là tout le temps. Et que c'était pas une création soudaine, que en fait c'était la découverte de quelque chose qui était en fait une évidence toujours cachée, mais c'était notre camp de base tout le temps. C'est toujours notre camp de base. Parfois, pour aller jusqu'au bout comme ça et pour jouer le jeu à fond, on a la tentation ou l'envie de soit de se plonger dans une retraite comme ça, dans un atelier de plusieurs jours, ou dans la vie quotidienne, on est souvent rattrapé par plein de choses. Et c'est vrai que l'idée de faire un atelier comme ça et une mini-retraite 3-4 jours et de tenter l'expérience non-stop s'impose parfois. Bien sûr, ça aide, Alain, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le contexte qui permet, c'est comme d'être entouré avec des amis quand tu es dans cette fête foraine, qui te disent: «Mais vas-y, c'est cool, N'aie pas oublie peur. tes soucis, vas-y, n'aie pas peur, détends-toi, saute». Le contexte aide. Mon contexte à ce moment-là, c'était mon arrivée ici en Inde et avec beaucoup de joie, beaucoup de temps disponible et pas de responsabilité. J'avais terminé mon travail en France, j'avais vendu ce que j'avais à vendre et puis j'étais ici complètement léger et c'est comme une forme de retraite. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment même besoin d'une retraite très longue. Il suffit juste de se détendre, comprendre les éléments en présence, regarder la proposition Didier vit la présence, vit la conscience, et retourner la proposition et dire en réalité non, la conscience vit Didier, et c'est tout. Et c'est quelque chose qui peut prendre exactement 5 minutes. Et c'est pas mental non plus. Bah, bien sûr que non. C'est le mental est là pour éliminer les blocages, tout ce qui a permis de croire à cette existence séparée. Et c'est ce qu'on a fait, hein, ces dernières émissions. On a un élément après un élément, on n'a pas forcément répondu, mais on a démonté le mécanisme, en fait. Donc le mental s'arrête là. Le mental n'ira pas dans cette direction-là. Le mental est un objet. Le mental n'existe pas. Le mental est une étiquette qui rattache certaines pensées qui vont et qui viennent. Et on considère que c'est non seulement une chose qui existe par elle-même, mais en plus c'est à moi, ou encore pire, c'est moi. Et ce ne sont que des objets. C'est pas très différent d'une lampe ou d'un ordinateur, hein. Ça décrit une forme particulière, limitée dans le temps et dans l'espace. Donc ça s'appelle tout simplement un objet. Et je rajouterais que je trouve que c'est toujours dans le silence que ça se ressent le mieux. Bien sûr. C'est qu'à chaque fois qu'on rajoute des mots, on déforme presque.
Les mots sont utiles pour arriver jusqu'à cette, pour indiquer. voilà, pour traverser la rivière tumultueuse des interprétations fragmentées, dualistes de la vie. Et quand on arrive de l'autre côté, sur la rive, le bateau ne fait plus de... Donc, par exemple, les concepts non duels ne font plus de sens réellement, parce qu'ils ont fait leur travail, ils sont plus là pour informer quoi que ce soit. Donc les pensées par rapport à la recherche, par rapport à la non-dualité, par rapport à des tas de choses disparaissent, et c'est ce silence dont tu parles. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit sans pensée, mais c'est un endroit où la pensée a muté d'une telle façon que tout ce qui était en France, alors en anglais on dit self-referential, c'est-à-dire qui se réfère à soi-même, a disparu. Donc il ne reste que les pensées qui sont d'ordre pratique, concrète, pour l'action suivante, pour la vie de tous les jours. Et ça, c'est chouette. Ce sont comme des petits bloc-notes qui apparaissent, qui disparaissent, mais ça ne raconte plus une histoire de quelqu'un quelque part dans un corps, dans une tête. Tout ça, ça a disparu complètement. Et c'est ce silence dont on parle, hein, dont parle Eckhart Tolle. Ça, c'est extrêmement bien décrit à ce moment-là. C'est aussi ce silence entre deux pensées. C'est le même, c'est le même. Bien sûr. Mais les pensées finissent par disparaître, Alain, parce qu'elles sont... bon, ça c'est un autre sujet. Bon, peut-être on va pas aller trop dans le détail pour le moment, peut-être dans une autre émission. Mais les pensées sont en réalité une forme d'illustration de quelque chose qui se passe déjà, quoi, en fait. La vie se déroule et c'est d'une certaine manière illustré à travers les sens, à travers les formes, les couleurs, le sens de ça, et les pensées, les émotions. Donc ce sont tous des illustrations de quelque chose qui est déjà là, qui est d'une certaine manière ce potentiel antérieur à toute manifestation. Donc une pensée ne sert réellement à pas grand-chose, sauf pour l'illustration. Et quand l'illustration a fait son aveu d'être de l'illustration, ça s'arrête. Donc au fur et à mesure des années, le processus de pensée a complètement disparu dans mon cas. Mais bon, c'est pas un miracle, c'est pas un CD ou quelque chose qu'il faut considérer comme une particularité. C'est juste que ça c'est pas très utile en fait. Comme on a dit tout à l'heure, la boucle est bouclée et la convention. On va en rester là pour aujourd'hui. Didier, si tu le veux bien. Bien sûr. Et on avait décidé que la semaine prochaine, on parlerait du sommeil profond et de la mort. D'accord. Et peut-être un peu de l'âme aussi, si ça vient se greffer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, le sommeil profond et la mort, c'est des sujets passionnants. C'est passionnant et ça va dans la continuité de ce qu'on a exploré à un moment donné par rapport à ce monde qui existe ou pas de façon indépendante. Donc, est-ce que cette présence est continue ou pas? Alors, tout le temps, de la façon naturelle dont on interprète la vie à travers cette fragmentation, il semble que cette présence disparaît à la mort, disparaît la nuit, dans le sommeil profond. Est-ce que c'est une réalité? Suite au prochain épisode. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. On en parlera. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Didier. Bonne soirée à Auroville. Il pleut chez toi, je crois. Oui, c'est chouette. La mousson qui démarre. La mousson qui démarre. Bon, super. Ouais. Soyez prudents. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. À tous, à toutes. À bientôt.